Merci à tous d'avoir répondu présent pour cette première, en tout cas, astuce des chirurgies des voies lacrymales. Une très rapide présentation de FCI, qui est un fabricant français de dispositifs médicaux 1984. Donc, sans rentrer dans les détails, sachez qu'on est une société qui investit dans la recherche et développement. On a 4 sites et on a un réseau mondial de distributeurs présents dans plus de 80 pays. FCI s'engage beaucoup dans les actions pédagogiques, donc via la FCI School, via les webinars, via les formations, via les stands qu'on fait, via les informations qu'on délivre. Et ces webinars qu'on met aujourd'hui en place rentrent complètement dans le pied de ces actions pédagogiques. Coupez ton micro, Catherine. On voulait simplement vous présenter les 3 derniers nouveaux produits de FCI. La Lacrijet qui a été conçu par le docteur Fayet, le double crochet de Ferron, qui est un double crochet à paupières, et la pince applaudie du docteur Ruban. C'est important pour nous de souligner que nos orateurs de ce soir sont également concepteurs de dispositifs médicaux visant à améliorer la pratique chirurgicale. Et pour moi, c'est une bonne façon de vous introduire, messieurs. Docteur Fayet, qui depuis plus de 30 ans est spécialisé dans les voies lacrymales. 35 ? C'est bon. C'est bon? On y est? Ok, 35 ans dans les voies lacrymales. Hors taxe. Hors taxe. Le docteur Ferron, qui est également spécialisé dans les voies lacrymales, avec également une spécialité dans la chirurgie des paupières. Et le docteur Ruban, qui exerce depuis 40 ans dans les voies lacrymales et également dans la chirurgie des paupières. Et messieurs, je vous remercie de vous être rendus disponibles pour nous aider à organiser ce webinaire et que vous allez l'animer avec brio. Donc, on va démarrer notre truc et astuce. Donc, on va commencer par la partie 1 des enfants et je vais laisser la parole au docteur Fayet qui va vous présenter l'intubation de type poussé. Et Abraham qui vont m'aider dans cette présentation. Merci Catherine, merci FCI. J'associe à ma présentation mes complices que vous voyez là et puis on va un petit peu détailler tout ceci. Alors, vous savez que dans l'armement du nourrisson, on a une période schématiquement avant 1 an et après 1 an. Avant 1 an, on fait des choses extrêmement simples, à savoir pas grand-chose, le massage du sac pour les fanas et surtout le sondage en consultation. Et dans 95% des cas, on arrive à régler l'imperforation lacrymonasale du nourrisson. Après 12 mois, les cas rebelles ou les cas qui ont été présentés un peu tardivement, va se poser le problème du traitement qu'on va pouvoir proposer. On a le sondage tardif, les intubations qui seront développées par Jean-Marc et Abraham juste après. Si on regarde un petit peu la littérature, voilà, si on regarde un petit peu la littérature sur l'imperforation rebelle, vous voyez que vous avez 2 courants de pensée. Un courant de pensée qui est assez maximaliste, si on veut dire, qui a un excellent résultat, mais ce sont des techniques chirurgicales qui sont peut-être un petit poil lourdes, qui nécessitent une anesthésie générale complète et une protection laryngée. En face, vous avez un courant qui est un peu plus soft, je ne vais pas dire écolo, mais enfin bon, en tous les cas plus soft, et qui préconise un sondage tardif avec une assistance anesthésique avec un masque facial, avec des résultats qui sont un peu inégaux et surtout avec une grande dispersion de résultats. On peut même souligner que même dans la fourchette basse, quand on a 50% de bons résultats, ça veut dire qu'on avait été un peu excessif dans, je fais ça, avec ça. Voilà, donc je vais passer. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'un sondage lacrymal tardif échoue? On peut voir 3 raisons à l'échelle d'un sondage lacrymal tardif. Première raison, c'est qu'on n'a pas bien sélectionné
le cas en question. Si vous avez affaire à une sténose complexe, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, un sondage, 4 sondages, 20 sondages. Si le canal lacrymonasal est absent, eh bien, le sondage ne fonctionnera pas. La deuxième cause qui peut expliquer un échec de sondage, c'est que vous avez une petite insuffisance technique et que l'insuffisance technique laisse la sonde en trajet sous-muqueux. Si vous n'avez pas d'effraction de la valve lacrymonasale de Hasner, votre sondage sera totalement inopérant. Bien sûr, on peut dépister ça avec une endoscopie nasale, mais on n'est plus du tout dans la simplicité. Vous avez un intermédiaire qui est la recherche du contact métallique avec une deuxième sonde qui est introduite dans le méa nasal inférieur, et vous devez arriver à mobiliser la sonde nasale parfaitement, ce qui sous-entend que vous êtes passé des deux côtés de votre sonde, et donc que celle-ci est libre dans le méa nasal inférieur. Troisième cause d'échec d'un sondage tardif, c'est que vous avez une cicatrisation muqueuse. Est-ce qu'on peut prévenir la cicatrisation muqueuse? Oui, ça s'appelle une intubation. Mais est-ce qu'on peut garder la prévention de la cicatrisation muqueuse sans avoir à alourdir la technique, sans avoir à alourdir l'intendance? Eh bien, avant, ce n'est pas possible, mais maintenant, avec l'avènement des intubations poussées, on a une opportunité, une fenêtre de tir. Qu'est-ce que c'est que la lacrygète? C'est une monoca préchargée, comme un cristallin artificiel préchargé. Elle est contenue dans un guide de pose. Le guide de pose est connecté à un piston, et quand vous tirez sur le piston, eh bien, le guide de pose rentre dans la pièce à main, ce qui injecte la monoca préchargée que vous avez. C'est peut-être pas aussi simple que ça en a l'air, donc je vais faire un coup de molette. Et vous savez que dans toutes les monocas, si vous voulez avoir une intubation qui a une durée suffisante, il faut éviter les pertes de sonde. Le plus grand facteur de perte de sonde, c'est de faire rentrer la monoca et toutes les sondes autostables en force, en comprimant la partie canaliculaire de la sonde. Vous allez avoir un effet ressort et en 24-48 heures, la sonde sera éjectée, donc vous aurez une durée d'intubation qui va être notablement inférieure. Un deuxième point qui est important, c'est de choisir la bonne longueur de sonde. Pourquoi choisir la bonne longueur de sonde? Eh bien, c'est quand même intéressant d'avoir une intubation qui va dépasser la valve lacrymonasale de Hasner. La taille des enfants est variable après 1 an, et chaque enfant va venir avec son gabarit, et son gabarit, c'est la distance entre le punctum lacrymal cathétérisé, l'inférieur ou le supérieur, et le plancher de la fosse nasale. Cette zone est extrêmement importante, car elle va vous déterminer le choix de votre longueur de sonde. Vous allez essayer de caler, de vous coller le plus près possible de cette distance punctum lacrymal, plancher des fosses nasales, et je vais vous montrer les deux possibilités. Première possibilité, la distance punctum plancher est un multiple de 5, 30, 35, 40, 45. Vous allez dans l'armoire FCI et vous sortez la sonde exactement correspondante. Vous faites votre cathétérisme lacrymonasal comme d'habitude, et du premier coup, puisque vous êtes sur la bonne longueur, la tête de fixation va être au contact du punctum lacrymal, exactement au contact. À partir de là, vous exercez une traction continue d'un seul tenant sur le piston, ce qui va injecter dans le même mouvement la totalité de la lacrygète dans la fosse nasale. Vous éliminez la pièce à main et vous engagez la tête de fixation. Je vais vous le remontrer un petit peu plus tard. Deuxième cas de figure, la longueur punctum plancher est différente d'un multiple de 5. On va prendre par exemple, c'est 37 mm. Si vous choisissez une lacrygète qui fait 35 mm, vous prenez un risque d'être un petit peu court au niveau de la fosse nasale et donc d'avoir une absence d'intubation et un échec. C'est fâcheux. On garde toujours notre exemple de 37 mm. Eh bien, vous prenez la lacrygète dont la longueur est immédiatement supérieure, c'est-à-dire que vous passez à une 40. Si vous aviez une longueur punctum plancher de 41, vous prenez la lacrygète de 45. On démarre la technique. Vous avez cathétérisé comme un sondage lacrymal votre canal lacrymonasal jusqu'au contact du plancher de la fosse nasale et vous constatez bien que la tête de fixation n'est pas au contact. Vous allez vous servir pour la faire parvenir en 2 ou 3 temps de l'élasticité de la sonde et de la rigidité du guide de pose. Donc vous tirez un petit peu sur le piston, 2-3 mm. Le guide de pose se rétracte dans la fosse nasale sur 2-3 mm et le silicone, lui, reste en place.
vous allez repousser l'ensemble sur 2-3 mm. Et vous allez reprendre le même procédé jusqu'à ce que la tête de fixation soit au contact. Quand la tête de fixation est au contact, une seule traction sur le piston, et à ce moment-là, vous allez arriver à éjecter votre sonde de son guide. Je vous montre ici la vidéo. Vous voyez, on recherche le contact métallique pour être sûr que c'est libre. On mesure la distance punctum-plancher, dilatation du punctum lacrymal en douceur, cathétérisme de la voie lacrymale avec la lacrygette. On arrive au contact du plancher de la fosse nasale, on ne peut pas aller plus loin. Hop, on tire un petit peu le piston, on repousse, on tire, on repousse, et vous voyez qu'en 1 ou 2 fois, maximum 3 fois, on arrive à éjecter toute la sonde. Après, on inverse le proscodilatateur et on injecte la tête de fixation dans le canalicule vertical. J'insiste très, 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 très énergiquement. Dans la lacrygette, comme dans toutes les monocas, vous devez avoir une tête de fixation qui ne cherche pas à s'enfuir dans le canalicule et surtout pas rester à distance. Voilà, l'objectif à atteindre, c'est la tête de fixation en contact. Avec le proscodilatateur, vous l'injectez en exerçant une contre-traction sur la paupière et l'affaire est réglée. Vous n'avez rien à raccourcir en fosse nasale puisque vous êtes dans une intubation préchargée. 2 petits tracas qui peuvent survenir, l'éjection prématurée. L'éjection prématurée, avez-vous suffisamment dilaté le punctum lacrymal et est-ce que votre sonde n'est pas trop longue? Vous ressortez tout l'ensemble, vous remettez la lacrygette dans son guide de pose et vous redémarrez à 0. Il arrive parfois qu'en fin de course, la tête de fixation reste bloquée dans le guide de pose. Vous avez toujours, par astuce, dans la main le proscodilatateur tout près, vous appuyez sur la tête de fixation, vous retirez la pièce à main et l'affaire est réglée. Donc voilà le résultat d'une étude qu'on a faite avec Jean-Marc à Lyon. On a additionné nos 2 cas et on arrive à des résultats qui sont extrêmement proches, lui et moi. Il n'y a pas de discordance de résultats. Vous voyez qu'on arrive à peu près à 92% de bons résultats, ce qui est quand même meilleur que le sondage tardif. Et surtout, entre les résultats lyonnais et les résultats parisiens, la courbe de Gauss est extrêmement étroite. Alors, choisir entre le masque facial et la protection laryngée, c'est un petit peu une affaire de préférence de l'anesthésiste. Ça dépend un peu de votre intendance en clinique. Et puis, vos premiers cas, faites-les avec une protection laryngée. Quand vous serez un petit peu à l'aise, vous pourrez avoir un geste fluide et extrêmement rapide. Vous pouvez retrouver les techniques d'insertion, les dessins, tout ce que vous voulez sur le site qui est dédié à ça. Et j'insiste très nettement, l'intendance, c'est une chose, mais la sélection des patients, c'est une autre. Le plus important dans la lacrygette, c'est de parfaitement sélectionner vos cas cliniques. Sténose complexe, ça ne marchera pas. Même si le guide de pose est autour de la monoca, c'est pas bien. Vous verrez les 2 topos de Jean-Marc et d'Abraham dans moins de 5 secondes. Le contact métallique doit être franchement positif. Vous n'êtes pas en intubation tirée, donc vous ne pourrez pas récupérer un trajet sous-muqueux. Si votre contact métallique n'est pas franchement positif, vous passez au topo d'Abraham et de Jean-Marc directement. Choisissez bien votre longueur de lacrygette. La longueur doit être égale ou supérieure à la distance punctum plancher de la fosse nasale. Prenez juste la dimension au-dessus. Ne partez pas sur des sondes trop longues, ça n'apportera rien et vous risquez de perdre votre temps. Voilà, j'ai terminé cette présentation et on va pouvoir passer à la présentation suivante. Merci beaucoup Bruno, merci à Jean-Marc et merci à Catherine et à toute l'équipe de FCI et à Nicolas Velté qui est juste à côté de moi et qui me seconde et qui me soutient. Donc, pour ce qui est de l'épiphora congénitale, moi, je vais vous parler de la technique FIL et de sa récupération nasale, qui nécessite donc pour ça du matériel de Ritling, avec le guide de Ritling, le crochet de Ritling, et puis la sonde de silicone monoca qui est faite de 3 parties. Un fil pic qui va vous permettre la récupération de la sonde, le tube silicone, et puis la collerette de fixation. Alors, dans un premier temps, comme l'a décrit Bruno, on va faire un sondage et ce sondage, il va commencer par la dilatation des méas supérieurs et inférieurs de façon délicate pour ne pas abîmer le méa. Et puis, on va utiliser une sonde de Bowman. Pour ça, on va descendre dans la voie lacrymale en respectant
la portion verticale, on va le voir. On va après dans la portion horizontale jusqu'au contact osseux qui correspond à l'entrée du sac, et ce n'est qu'au contact osseux qu'on va verticaliser pour éviter en fait toute fausse route. On va jusqu'au plancher du massif nasal et le sondage est terminé. On va faire pareil maintenant avec le guide de Ritling qui va suivre exactement le même trajet. On garde le mandrin dans le guide pour ne pas abîmer la lumière de ce guide, et puis on reprend le même tracé. On va laisser le guide en place. On va enlever bien évidemment le mandrin, et à partir de là, on va pouvoir aller introduire la sonde. Voilà, la sonde dans son emballage, qui est une sonde Monoka, comme je vous l'ai décrite. Voilà, avec son fil pic qui est très grand, qui va permettre justement d'accrocher une paroi dans la fosse nasale et qui va favoriser la formation d'une boucle qui nous permettra de récupérer ce fil. Voilà, notre infirmière nous montre la collerette. Voilà, on avance le guide de proche en le fil dans le guide de proche en proche. On recule un tout petit peu le guide pour ne pas être au contact du massif nasal, parce qu'autrement la sonde va partir en arrière-gorge. Et on va jusqu'à l'amincissement du fil pic qui nous permettra de désengager le fil. On va ensuite introduire le crochet. Là, on va chercher le contact métallique. Et puis, on va se mettre sous le cornet inférieur. Et vous voyez que dans ce cas-là, le fil vient tout de suite. On va désengager le guide au niveau de l'amincissement de ce fil. On va faire des mouvements de va-et-vient pour bien ouvrir la valve de Hasner. Et puis, on va faire coulisser cette sonde jusqu'à la collerette. Et à partir de là, un peu comme nous l'a montré Bruno, on va exercer une petite traction sur la paupière et puis à l'aide d'un dilatateur, on va fixer la collerette. Voilà. Et on exerce ensuite une fine traction sur la sonde pour la couper. Il ne faut pas que la traction soit trop importante, autrement on aura un effet chaussette. Et l'intervention est terminée. On a fait une intervention en moins de 3 minutes sous simple sédation. Voilà, le retrait de la sonde se fera par contre au cabinet, au bout de 6 semaines. Et je laisse maintenant la parole à Jean-Marc. Écoutez, bonsoir à tous. Merci d'être présents nombreux pour cette première. Merci à Catherine Veil et au laboratoire FCI d'avoir organisé cette conférence. Et merci également à Éric Noyer, qui est le régional de l'équipe, sans qui ceci n'aurait pas été possible. Alors, vous allez avoir 2 monocas pour le prix d'un ce soir. 2 vidéos qui vont durer 4 minutes chacune. Et la première sera la pose d'une monoka en temps réel. Vous verrez que c'est très court quand ça se passe bien. Et ensuite, au niveau du second patient, je vous ferai voir les petits points et astuces de manière un petit peu plus courte. Donc, il faut, dans un premier temps, dilater le méa lacrymal inférieur et le méa lacrymal supérieur avec un stylet dilatateur. Ensuite, on va être amené à sonder les canalicules horizontaux, supérieurs et inférieurs, de manière à dépister une exceptionnelle sténose canaliculaire associée. À partir de ce moment-là, soit vous sondez avec une sonde, soit ici directement j'ai utilisé la monoka. Ce qui est important, c'est de tourner contre le contact osseux et d'aller bien vertical au plancher des fosses nasales. À partir de ce moment-là, vous mettez en place une pince cochère droite sans griffe, de manière à décoller en battant de cloche le mandrin métallique pour exercer une traction qui permettra d'extérioriser la sonde de silicone. La technique de coulissement est importante parce que, premièrement, ça va nous permettre de s'assurer que tout est libéré dans la voie lacrymale et surtout, le silicone va élargir la zone de la valvule de Hasner pour pouvoir bien libérer la sténose. Ensuite, on met le post-clou dilatateur sur la tête de fixation, on fait tracter la collerette, on fait tracter la sonde de silicone par l'aide et on éjecte. On va terminer par la section de la sonde de silicone et vous voyez que c'est en temps réel, c'était dans ce cas-là 1 minute 30. On va passer sur la deuxième vidéo sur laquelle on s'arrêtera un petit peu plus. C'est une
on dit au début, voilà. C'est un enfant qui a 18 mois, et ceci pour vous faire voir quels sont le matériel à usage unique, puisqu'on utilise de plus en plus d'usage unique pour des normes de stérilisation. Et FCI a développé un stylet dilatateur, une sonde de type sonde de Bowman à voie lacrymale qui a l'avantage d'avoir une zone complètement rectiligne et homogène, sans embouts olivères comme il y avait auparavant, et le pose-clou dilatateur que Bruno Fayet vous a déjà présenté, qui présente une extrémité de dilatation et une extrémité qui va permettre d'éjecter la tête de fixation de la sonde Monoka dans la région méatique. C'est exactement la même chose, le même principe que la pose de bouchon méatique pour les sécheresses oculaires. La Monoka tirée se compose d'un mandrin métallique qui fait 8 cm de longueur. Il existe également des Monoka qui font 6 cm de longueur. La tige de silicone est suffisamment longue, elle fait 30 cm de long, et elle se termine par la tête de fixation qui est elle-même composée d'un bulbe, d'un col vertical et d'une collerette horizontale munie d'un orifice qui permettra au pose-clou, si vous voulez, de faire pénétrer cette tête de fixation dans la région du méa. Voilà. Donc, on dilate le méa lacrymal inférieur et le méa lacrymal supérieur chez cet enfant qui avait des voies lacrymales vraiment très étroites. Et il a des paupières assez rouges puisqu'il présente une blépharite, et de l'autre côté, vous verrez qu'il avait un énorme chavasion que j'ai traité dans le même temps opératoire. Donc on dilate le méa lacrymal inférieur et supérieur. Puis ensuite, avec la sonde de voie lacrymale, eh bien, on va sonder le canalicule lacrymal supérieur, puis le canalicule lacrymal inférieur, de manière à dépister une éventuelle sténose associée. Contre le contact osseux, on sonde le canal lacrymonasal. Ça, c'est avec la sonde de silicone, mais la sonde, à voie lacrymale, mais on peut utiliser également directement le mandrin métallique de la Monoka, ce qui a été fait ensuite ici. Donc là encore, on ouvre l'obstacle, on fait céder les obstacles, on va chercher l'extrémité du mandrin métallique au niveau de la fosse nasale et on tracte dans l'axe de la narine, et ensuite on fait ces mouvements de coulissement de manière à bien libérer les choses. Ensuite, on met en place sur le pose-clou dilatateur la tête de fixation, on fait tracter par l'aide opératoire dans l'axe de la narine la brin de silicone de manière à apposer la tête de fixation contre la région méatique, et ensuite on va éjecter cette dernière avec le pose-clou. C'est important de bien vérifier que la tête de fixation soit en bonne position, c'est-à-dire que la collerette soit le long de la voie lacrymale. Ici, on coupe la sonde, et il est possible, sans se tromper de narine, de pouvoir ensuite luxer la tête du cornet inférieur de manière à s'assurer de la liberté et du geste opératoire, et que tout a été bien dégagé. Alors, cette technique tirée, je dirais, c'est la technique un peu orthopédique, c'est celle qui est utilisable dans pratiquement tous les cas. Sténose muqueuse ou non muqueuse, sténose complexe, on s'en moque. Il est certain que plus la sténose est complexe, plus il y a des problèmes osseux, moins l'action sera bonne. Mais c'est une technique qui nécessite, vous voyez, l'enfant est sous protection laryngée, il a un masque laryngé. Donc, comme vous disiez Bruno Fayet tout à l'heure, c'est très important en fonction de votre environnement anesthésiologique de savoir si vous pouvez bénéficier de ce masque laryngé ou pas. En tout cas, c'est une technique qui est reproductible et qui fonctionne très très bien. J'en ai terminé et je vais laisser la parole à Bruno Fayet qui va modérer un petit peu cette partie enfant, et on pourra ensuite répondre aux questions. Laurent Constance et Lionel Nestor, que je salue à ce propos, pourra colliger différentes questions qui sont apparues le temps de nos présentations respectives. Voilà. Bon, ben voilà, écoutez,
vous avez un petit panorama de la voie lacrymale de l'enfant avec les différentes possibilités. C'est bien de pouvoir faire du sur-mesure et non pas toujours du prêt-à-porter. Ça change. Avez-vous des questions sur les 3 topos pour qu'on puisse vous faire part de nos petites astuces chirurgicales? Oui, question pour toi. Quel traitement médical avant 1 an? Alors, moi, si tu veux, jusqu'à grosso modo 3-6 mois, je ne fais pas grand-chose, surtout que les larmoiements en général sont des larmoiements assez intermittents, et je commence à sonder à partir de 6 mois. 6 mois jusqu'à ce qu'on puisse contenir l'enfant dans des limites raisonnables. Au moment, si on nous amène un enfant qui a 11 mois et 3/4, qui pèse déjà 8 kilos, qui est costaud comme tout, qui même peut-être peut être agressif, donc là je ne sonde pas. Maintenant, si l'enfant est raisonnable, on peut aller jusqu'à 11 mois, 12 mois. Là, il y a beaucoup de sens clinique, il y a beaucoup d'adaptation. Mais avant 1 an, sondage, et on doit arriver à régler 95% des problèmes. Ce n'est qu'après 1 an qu'on commence à passer aux choses sérieuses. Et moi, j'aime bien, toujours en fonction du contexte clinique, me donner 2-3 mois, pas d'anesthésie avant 14, 15, 16 mois, mais encore le sens clinique et chaque cas est particulier. Abraham, Jean-Marc, vous avez une... Non, c'est très bien. Alors, moi, j'ai des choses à dire en ce qui concerne l'enfant. Comme tu l'as très bien dit, il faut que vous sachiez que dans les larmoiements non compliqués, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'acrocystite aiguë, néonatale, de fistule, de malformation faciale de fente, de choses comme ça, 90% guérissent spontanément dans le premier trimestre, 80% guérissent spontanément dans le premier semestre. À partir de 6 mois, eh bien, tout est une question aussi de clinique, de retentissement de l'armement et également de désir des parents. Il y a des parents qui ne supportent pas que leur enfant ait des sécrétions et nettoyé qu'une fois par jour et qui veulent que l'on sonde, et d'autres parents qui sont tétanisés, ne serait-ce que par entendre le mot sondage. Donc il faut bien savoir que jusqu'à 8-9 mois, on n'a aucune perte de chance entre rien faire et sonder. Et comme disait Bruno tout à l'heure, c'est vrai que moi je sonde jusqu'à l'âge de 11 mois. Et à partir de 12 mois, effectivement, les choses sérieuses commencent. Et à ce moment-là, eh bien, c'est un passage au bloc opératoire. Et si on décide d'emmener l'enfant au bloc opératoire, que ça soit avec une anesthésie avec ventilation spontanée ou une anesthésie avec un masque laryngé, eh bien, à mon sens, ce n'est pas raisonnable de faire un simple sondage. Il faut mettre du silicone. Que ce silicone soit mis en position poussée, comme Bruno l'a fort bien développé avec sa lacrigette, ou en position tirée, que Bruno également avait développé avec la Monoca tirée en son temps, eh bien, il y a du silicone. Et ça, c'est extrêmement important parce que, comme l'a dit également Bruno, le fait de garder du silicone dans la voie lacrymale aura un effet contre les synéchies. Alors, une question. Combien de temps laissez-vous la lacrigette en place chez l'enfant? 1 mois. 1 mois, ça suffit. Si à 1 mois, vous n'avez pas le succès thérapeutique, vous ne l'aurez jamais. Une autre question pour Jean-Marc. Quelle pince utilise-t-il pour récupérer les sondes Monoca dans la narine? Alors, c'est une pince qu'on appelle soit une pince de Leriche, soit une pince de Kocher. Elle est droite, elle fait 15 cm de longueur, elle n'est pas à griffe, c'est-à-dire que l'extrémité n'a pas de griffe, et l'extrémité fait 1 mm de large. Ça, c'est capital parce qu'il y a des pinces qui font plus de 2 mm, 1,5, et on est moins bien à l'aise dans une narine d'enfant. Une question pour Abraham. Quel âge minimum pour un sondage? Peut-on réaliser un sondage précoce vers 2 mois? Non, moi pour ma part, je n'ai pas d'intérêt, sauf dans le cas de la dacryocystite néonatale, où là, dans ce cas-là, on va marsupialiser la valve de Hasner. Mais le sondage, moi je suis d'accord avec vous, bien évidemment. Jusqu'à 6 mois, je ne fais rien. Je commence à me poser la question à 9 mois, mais je trouve que c'est encore très tôt et j'ai tendance à proposer à 1 an. Alors par contre, je propose, on avait mis en place un protocole il y a quelques années à Reims,
qui était donc la technique de Krigler où on vient masser en partant du haut vers le bas pour bien appuyer sur la valve de Hasner. Je demande aux parents de le faire 3 fois par jour. Et à partir de là, je fais instiller une goutte de cortisone de bas grade. Alors à l'époque, c'était de la bacicoline. Maintenant, l'équivalent, c'est plutôt le flucon. Et en le faisant de façon dégressive, 3 fois par jour pendant 5 jours, 2 fois par jour pendant 5 jours, 1 fois par jour pendant 5 jours. En réalité, ça permet surtout, et je suis assez d'accord avec vous, de faire attendre les parents qui sont un peu réticents à l'idée de faire subir un sondage. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que j'utilise très peu finalement le sondage seul. Je préfère attendre 1 an et poser directement une sonde, un tube silicone, comme ça évite le retour au bloc. Très bien. Autre question. Je peux parler? Ouais. J'ai juste une chose à rajouter en ce qui concerne le massage du sac. Effectivement, c'est Krigler à qui on doit ça, en tout cas pour la littérature. Il l'a décrit en 1923. Et sur le plan théorique, c'est de faire une hyperpression dans le sac lacrymal qui va ensuite se répercuter au niveau des sténoses du canal lacrymonasal. C'est de la théorie. En fait, ce que vous massez la crête lacrymale antérieure, qui est un relief osseux. Ça n'a pas beaucoup d'action sur les sténoses dans le canal lacrymonasal. Pour moi, ça a 2 indications. La première, c'est quand vous avez une dacryocystite, enfin une chronique du nouveau-né dans les premiers jours de vie, où vous aidez potentiellement l'amélioration spontanée. La seconde, c'est lorsque vous avez une dacryocystite avec reflux mucopurulent qui permet de vidanger le sac en attendant une intervention chirurgicale. Sinon, vous embêtez l'enfant, vous embêtez les parents, vous les culpabilisez. Ça, c'est ma pratique courante. Donc, j'ai complètement abandonné ces massages et souvent, ça a la dent dure et tout le monde en parle, jusqu'à d'autres concierges, qu'il faut masser le sac lacrymal. C'est mal expliqué, c'est mal fait et ça sert pour moi à pas grand-chose. Ouais, d'accord. Alors, autre question. Le sondage est-il fait à vif avant 12 mois ou sous âgé? Bon, comme on a répondu, avant 12 mois, il n'y a pas d'anesthésie générale, il n'y a pas d'anesthésiste qui vous endormiront un enfant pour une pathologie aussi bénigne. Alors, question, est-ce qu'il y a un risque d'un sondage chez un nouveau-né de 20 jours avec une dacryocystite? Abraham a répondu, mais je crois que tu vas redire. Vas-y, Abraham. Alors moi, j'ai eu le cas justement avant-hier matin. Donc une enfant de 3 jours qui m'a été adressée par la maternité avec une mucocèle, donc une dacryocystite chronique sans infection. Et je l'ai faite masser donc, pour bien vider le sac. J'ai reçu une photo de la maman aujourd'hui où il y avait un placard inflammatoire qui s'était créé, mais le sac était vidé. Et je ne vois pas l'intérêt, sauf si, bien évidemment, la mucocèle finit par s'inflammer, voire par s'infecter. Là, dans ce cas-là, il faut aller au bloc et réaliser une marsupialisation de la valve de Hasner. Et dans ce cas-là, ou un sondage seul, mais c'est vrai que le mieux, c'est de passer par la voie endonasale, à mon sens. Voilà. Mais autrement, en dehors de toute dacryocystite, il n'y a aucun intérêt à faire un sondage. Ok, je reprends la question. Comment choisissez-vous entre une intubation poussée ou tirée avec un mandrin? Bon, d'une façon générale, soit vous avez affaire à des sténoses un petit peu multilésionnelles, et c'est obligatoirement une BICA. Et BICA, c'est donc une intubation tirée. Si vous avez affaire à une sténose lacrymonasale simple, exclusivement muqueuse, et un bon contact métallique, à ce moment-là, je préfère passer à une intubation poussée actuellement. Maintenant, on a fait nos premiers essais avec Jean-Marc il y a 1 an et demi. Il faut un peu de recul et surtout d'autres écoles pour répondre à ça. Mes copains Katowice de Philadelphie sont en train de démarrer une étude parallèle de l'autre côté des États-Unis. On vous répondra de façon plus performante dans 1 an. Une question pour Jean-Marc, qui je suis sûr va le passionner. Qu'est-ce que tu penses de l'ostéopathie? Que du bien. Alors moi, j'ai un avis extrêmement tranché sur l'ostéopathie parce qu'effectivement, l'ostéopathie fait partie du panel thérapeutique que l'on conseille aux parents, au même titre que le massage du sac. Alors, premièrement, il y a une courbe naturelle de guérison spontanée. Si vous avez un sac lacrymal dilaté et que vous avez un ostéopathe qui connaît la pathologie,
eh bien, il va appuyer, il va masser le sac lacrymal, ce qui va avoir comme rôle, dans certains cas, de lever l'obstacle et la dacrylocystique chronique, au même titre que le chirurgien ou l'ophtalmologiste pourrait le faire. Maintenant, si l'ostéopathe intervient quelques jours à quelques semaines après la programmation naturelle de guérison spontanée, c'est un merveilleux ostéopathe. Donc il a guéri l'enfant. En revanche, si Mère Nature décide que cet enfant ne va pas guérir et que l'armement va se pérenniser jusqu'à l'âge de 1 an, voire plus, eh bien l'ostéopathe, il a fait ce qu'il a pu. Voilà ce que j'en pense. Donc l'ostéopathe, ça ne sert à rien et ça fait perdre du temps. Abraham? Pareil, idem. On avait eu même un ostéopathe à Reims qui s'était proposé, ce qui avait largement fait sourire Alain Descasses. Et voilà, donc on a eu la réponse de Jean-Marc qui était la même. Mais non, je pense que ça ne sert à rien. De toute façon, tant qu'on n'a pas un sac qui est dilaté, on n'a pas de moyen de pression. Et donc, voilà, je pense que ça ne sert strictement à rien. Ce d'autant plus que certains ostéopathes imaginent des massages du voile du palais. Enfin, en réalité, ils ne massent pas tellement le sac, ils massent plus l'intérieur de la bouche, ce qui est encore plus improbable. C'est certain que la sténose est dans un canal lacrymonasal muqueux, lui-même entouré d'un canal lacrymonasal osseux, qui est un os de membrane chez l'enfant, et on comprend difficilement comment des manœuvres externes pourraient venir libérer, si vous voulez, ces sténoses. C'est impossible. Bon, mais écoutez, il n'y a plus de questions sur la pathologie nourrisson. Une dernière question. Une dernière question. Bruno, oui. Au niveau du point, vous préférez positionner la monoca dans le point lacrymal supérieur ou inférieur? Quel est votre... À Paris, où on est beaucoup plus au nord de la France, on a tendance à le placer dans le canalicule supérieur. À Lyon, qui est quasiment la Côte d'Azur, on a un peu tendance à placer dans le canalicule inférieur. Et les études qu'on a fait avec Jean-Marc montrent une différence égale à 0. Donc, vous pouvez placer la monoca, les monocas, où vous voulez, où vous pouvez, ça ne change absolument rien, si Jean-Marc est toujours d'accord avec nos anciennes études. Absolument, je me rappelle qu'on avait publié ça dans le Journal français en 1992. On avait fait 50 cas par le haut, 50 cas par le bas, et là, le résultat est équivalent, compte tenu, ce qui n'est pas étonnant, compte tenu du fait que la pathologie est dans le segment vertical de la voie lacrymale d'excrétion. Dans la facilité pour enlever la... Oui, c'est une ergonomie. C'est une ergonomie. Après, honnêtement, comme dit Jean-Marc, la pathologie, elle est là, en bas, elle n'est pas en haut. Chacun fait comme il le veut. Bon, on va avancer un petit peu. Et Abraham, tu vas prendre la main pour la deuxième session. Très bien. Allez, à toi de jouer. On part maintenant chez l'adulte. Et je fais vite fait un rappel des causes d'épiphora, en partant en fait du haut vers le bas, donc les causes méatiques, sans les détailler, et pour lesquelles on va faire des chirurgies du punctum ou l'utilisation de ce matériel qu'on appelle le clou-trou, qui est fabriqué et produit par FCI. Après les causes canaliculaires, en partant de la région proximale, on va avoir des sténoses canaliculaires. On peut avoir aussi une sténose canaliculaire complète où là on va réaliser une excision et associé, on va créer une rupture canaliculaire et on va refaire notre canalicule après levée de la sténose sur une sonde mini monoca. Si on a une agénésie complète, on évoquera la corinostomie, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Si on descend un peu plus bas maintenant vers le canal d'union, si vous avez une sténose du canal d'union, on va bien évidemment tenter ce que je vais vous développer, la dacryocystoplastie avec un ophtalate et une intubation. Et si vraiment on a un échec, on partira sur une dacryocystorhinostomie. Si la sténose est complète au niveau du canal d'union, j'aurais tendance dans ce cas-là à partir sur une DCR. On aura tendance à partir sur une DCR et à réaliser une canaliculoplastie rétrograde du canal d'union avec bien évidemment la possibilité d'évoluer vers une lacorinostomie. Enfin, si vraiment les étiologies sont distales et intéressent le conduit lacrymonasal, si vous avez une sténose étagée, ce qu'on appelle la sténose moniliforme ou le pando, on va tenter une dacryocystoplastie et en cas d'échec, on ira vers une DCR, qu'elle soit endonasale ou qu'elle soit externe. Ça, Bruno et Jean-Marc nous en parleront. Et si, bien sûr, vous avez une dacryocystite, ça sera la pleine indication de la dacryocystorhinostomie.
Alors, pour ce qui est de la dacryocystoplastie, elle intéresse donc les épiphoras par sténose moniliforme de la voie lacrymale, du conduit lacrymonasal. On va utiliser un ophthacate, donc c'est cette sonde à ballonner qui existe avec un diamètre de 2 mm chez l'enfant et de 3 chez l'adulte, qui se compose donc d'une sonde et d'une pompe qui va nous permettre l'inflation. Et puis, moi, pour ma part, j'avais fait une étude là-dessus que j'avais publiée. Je vais utiliser en fait une sonde. Je vais coupler cette dilatation de la voie lacrymale à une sonde Bicar. On va utiliser la sonde de Ricklin Plus que j'ai eu l'honneur d'imaginer avec d'autres. Voilà. Et c'est une intubation autostable qui est faite par 2 manchons de fixation, ce qui évite le fait de faire un nœud et donc limite le risque de stricturotomie et qui, en plus de ça, dispose d'un petit repère central qui facilite la bonne position. Et pour ça, bien évidemment, on réutilisera le matériel de Ricklin que je vous ai détaillé lors du topo précédent. Dans un premier temps, on va préparer le matériel. Donc là, vous voyez ce système avec la pompe et la sonde à ballonner. On va remplir cette pompe. On va utiliser pour ça de l'eau stérile. On va remplir de 10 ml cette pompe. On va verrouiller le système. Et on ne va pas connecter les deux, puisqu'il va falloir d'abord mettre en place cette sonde à ballonner avant de connecter la pompe. Dans un premier temps, on fait ce sondage. Je pense qu'on peut le passer, on l'a déjà vu tout à l'heure. On cherchera le contact métallique. Et puis, une fois que le sondage est fait, on va aller introduire cette sonde à ballonner, voilà, en respectant toujours les temps du sondage, la portion verticale, le contact osseux, et puis on verticalise et on descend dans le conduit lacrymonasal. Et une fois que vous avez touché le plancher du massif nasal, vous reculez, vous allez jusqu'au premier repère qui correspond en fait au traitement de la partie basse du conduit lacrymonasal, de la valve de Hasner et de la portion médiane du sac. Là, on va connecter les deux et on va gonfler notre pompe vulgairement. On va se mettre à 8 atmosphères et on va maintenir cette dilatation pendant 90 secondes. Une fois que c'est fait, on déverrouille. On va le voir sur la deuxième étape. Voilà, on déverrouille, on aspire pour vider le ballonnet et on va reculer jusqu'au deuxième repère qui correspond cette fois-ci à la portion médiane toujours, mais surtout à la portion haute du sac et du canal d'union. Et là, on va gonfler à nouveau 8 atmosphères pendant 60 secondes. On déverrouille, on aspire bien, on vide le ballonnet et on va retirer le système. Voilà, on y va doucement pour ne surtout pas abîmer ni le canalicule ni le méa. Et ensuite, on va aller poser notre sonde, donc avec ce matériel de Ricklin, d'abord par le canalicule inférieur, ensuite par le canalicule supérieur. Voilà, toujours, vous maintenez le mandrin pour ne surtout pas abîmer la lumière de ce guide, parce qu'autrement la sonde va se bloquer dedans. Et on va aller chercher, alors ça c'est une petite astuce, essayez avant d'introduire la sonde de mettre le crochet, vous cherchez le contact métallique sous le cornet inférieur, et normalement, une fois que vous avez repéré cette sonde et que vous êtes entre la sonde et le cornet inférieur, et bien, quand vous allez retirer votre crochet, la sonde sera dans le mort du crochet. Voilà, on repère les petits chanfreins, et là voilà, et vous voyez que la sonde normalement est directement dedans. Voilà, et on va faire pareil pour le canalicule supérieur. Voilà, toujours le crochet en premier. Voilà, on cherche le contact métallique et voilà, on fait pareil. Voilà. Si vraiment vous voyez que ça bute, n'hésitez pas à reculer un petit peu votre guide. Autrement, vous êtes au niveau du massif, du plancher du massif nasal et finalement, la sonde ne sortira pas de son guide. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez positionner votre sonde. Pour ça, vous demandez à votre aide de tirer sur les 2 fils piques et vous ou votre aide maintenez le repère central dans une pince de Pofic ou autre. Et puis voilà, et on voit bien le repère entre les 2 méas. Et après, à partir de là, toujours avec une fine traction, sans nœud, vous allez couper
le reliquat de fil. Voilà, cette sonde, moi, je la laisse en place pendant 3 mois et elle est retirée au cabinet. Et puis après, ben voilà, autrement, on passe vite fait, mais ça, je vais laisser la parole sur les dacryocystorénostomie, qu'elle soit endonasale, ça, c'est Bruno qui va nous en parler, ou qu'elle soit externe, ça, c'est Jean-Marc. Donc, je vous laisse reprendre la parole. Je crois que c'est Bruno qui commence. Bon, alors, je vais vous parler de dacryo endonasal. Donc, j'associe Emmanuel Rassi là-dedans. Vous allez voir un peu pourquoi. Alors, il y a quelques années, on s'était posé la question de savoir, suite à un siècle d'oukase, est-ce que la dacryo par voie endonasale avait un quelconque avenir. Alors en 93, quand on a commencé à se pencher sur le problème, eh bien, la réponse était clairement non. Il ne faut jamais faire de la dacryo endonasale. C'est mauvais. Il n'y a pas de référence anatomique. La standardisation opératoire, c'est inexistant. C'est compliqué et c'est tout à fait médiocre comme résultat. Alors, c'est quand même un peu étonnant. On s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que d'un côté ça marche et de l'autre côté ça ne marche pas. Et puis on s'est posé la question de savoir, oui, c'est là, tac, ça y est. On s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas simplement transposer ce qui marche de la voie externe à la voie endonasale en inversant les séquences pour avoir un résultat identique. On a essayé d'identifier les éléments positifs. Là, je vous cite quelques noms importants, parce qu'à peu près l'endonasal est né de plusieurs équipes qui étaient indépendantes l'une de l'autre. Là, je vous ai donné les 4 principales, il y en a d'autres, et que ceux que je n'ai pas cités acceptent de me pardonner. Et on est arrivé à peu près tous ensemble aux mêmes conclusions, au même moment, c'est-à-dire passer les gold standards par voie endonasale. Les gold standards de la dacryo, je vais vous en citer 3 auxquels je tiens tout particulièrement. Premièrement, c'est l'anatomie de Whitnall et autres anatomistes au début du siècle qui avaient montré que de manière quasi constante, on avait une interposition à la partie supérieure de la gouttière lacrymale de l'ethmoïde antérieur dont la première paroi s'appelle le processus inciforme. Le deuxième point extrêmement important dans le gold standard de la dacryo externe, c'est la suture maxillo-lacrymale. Et Blaylock et ses copains ont particulièrement insisté sur l'importance de cliver cette suture maxillo-lacrymale pour standardiser, pour normaliser l'ostéotomie. William a mis en évidence qu'une bonne dacryo ne laissait jamais un trajet en baïonnette. Le canalicule commun doit être libre dans la fosse nasale via l'abside lacrymale dont je vous ai montré un exemple. Alors, on a fait des études avec Emmanuel Rassi et d'autres, des corrélations anatomiques. Je vous encourage à vous procurer cet article si vous voulez passer à l'endonasal. Enfin, c'est un des 2 articles que je vous encourage à lire pour avoir une corrélation intellectuelle entre ce que vous aviez sur la voie cantale et ce que vous allez avoir par voie endonasale. Quels sont votre repères? Le repère fondamental pour une dacryo par voie endonasale, c'est ce qu'on appelle l'opercule du cornet moyen. Les Anglais disent l'axilla. Pourquoi pas? Vous trouvez l'anatomie, les 2 dénominations. Premier temps, en truc qui est astuce, vous devez atteindre la zone, l'opercule du cornet moyen. Une fois sur 2, malheureusement, l'accès à la zone chirurgicale idéale n'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous avez une fosse nasale étroite. Un réflexe qu'on a complètement perdu, c'était de prendre des écarteurs orthostatiques parce que c'est extrêmement dangereux. On peut blesser la muqueuse nasale comme dans une approche un peu sauvage. Ça va faire saigner. On va perdre en visibilité et secondairement, on aura des synéchies qui sont gênantes d'abord parce qu'on ne peut plus surveiller la fosse nasale et d'autre part, si la synéchie se situe sur la zone de stomie, eh bien, c'est pas bien. On préfère, avec Emmanuel Rassi, faire maintenant ce qu'on appelle un élargissement programmé. Là, vous avez une déviation septale, on fait une septoplastie sous guidage endoscopique, on atteint maintenant le cornet moyen, on ressèque la partie antérieure du cornet moyen, la partie toute antérieure, et à ce moment-là, on retrouve une fosse nasale qui est élargie et on va pouvoir avancer d'une case chirurgicale. Le deuxième temps, c'est le lambeau mucopériosté. Le lambeau mucopériosté, on va vous montrer tout de suite, paf.
Vous allez cliver à partir de l'opercule du cornet moyen jusqu'au cornet inférieur. Vous réalisez, après avoir fait une petite turbinectomie, voilà votre lambeau muco-périosté, et vous retirez, même sans vous en rendre compte, vous retirez le processus ensiforme ou la cellule ethmoïdale si elle s'interpose. Vous avez isolé, comme l'avaient montré McDonough et Mehring, la suture maxillo-lacrymale. Vous engagez vos ostéotomes. Vous allez ensuite peler l'os lacrymal et la première cellule ethmoïdale, et vous devez avoir un sac lacrymal complètement libre d'interposition. Vous prenez un crescent, et pour être sûr de ne pas blesser l'œil du patient, vous mettez la pulpe de votre doigt contre le sac lacrymal. Si vous vous blessez, c'est que vous êtes allé trop loin. Mais en général, c'est assez rare, on ne se coupe pas tout à fait le doigt. Vous libérez votre sac lacrymal de toutes les scories, et votre dacryocystoïnostomie est terminée. Nous n'associons jamais d'intubation en l'absence de pathologie canaliculaire associée. Cette standardisation opératoire est aussi valable chez l'enfant que chez l'adulte, avec le bonheur que les déviations septales chez l'enfant sont extrêmement rares. Donc, vous voyez ici une infiltration d'adrénaline 1%, également dans la muqueuse nasale. On va réaliser une petite turbinectomie moyenne antérieure à minima. Là, les ciseaux. Il faut aller tout doucement pour ne pas blesser le septum. C'est pas gênant, mais ça saigne. Et après, c'est gênant pour le reste de l'intervention. On retire la partie toute antérieure du cornet moyen. On va réaliser notre lambeau muco-périosté comme chez l'adulte, après une petite coagulation. Et ensuite, on va transposer en miroir ce que je vous disais, la dacryo par voie externe que va vous montrer Jean-Marc dans 3 minutes. On inverse les séquences et voilà le lambeau muco-périosté, les ostéotomes qui sont introduits pour retirer la partie maxillaire de la gouttière lacrymale. Ensuite, il restera à peler l'os lacrymal pour que toute la face médiale du sac lacrymal soit dégagée. Voilà ici le processus aciforme qu'on finit par retirer. Et vous voyez que le sac lacrymal est complètement libre. Bon, on va passer. Bien, on avait fait quelques séries avec Emmanuel qu'on avait publiées, et cette technique arrivait, comme les copains dont je vous ai parlé tout à l'heure, on avait fait des études indépendantes, on arrive au même résultat, c'est-à-dire qu'on est passé de 50% de résultats d'une voie endonasale à un résultat qui maintenant pour nous est même supérieur à peine à la marge à ce qu'on obtient par voie externe. La marge, ça veut dire qu'on peut choisir l'un, on peut choisir l'autre, il y a des arguments qui sont difficiles à extraire. Voilà un petit peu la transformation. Les références anatomiques, on les a. La standardisation opératoire, on l'a. Les résultats, on les a. Je ne suis pas sûr que la différence soit aussi significative qu'elle l'apparaît. Maintenant, de vous à moi, et de façon très honnête, la dacryo externe, ça nécessite quand même un apprentissage. Voilà. Le deuxième article que je vous conseille de lire, on a mis plus d'1 an à l'écrire. Il vous résume en 2 pages toute l'évolution qu'on a eue sur la voie endonasale, et entre le premier, qui est la corrélation, et celui-là, honnêtement, vous êtes armé pour vous lancer dans la phase suivante. Voilà, je vais passer la parole à Jean-Marc. Jean-Marc, c'est à toi. Merci Bruno, merci à tous. Donc je vais vous parler de la dacryo par voie externe, qui est la technique de référence, ou la technique la plus simple en tout cas, qui nécessite le moins de matériel. Alors, quand on est en truc et astuce, je profite dès que la personne est endormie pour... qu'est-ce qui se passe là ? Pour infiltrer la zone opérée. Et dès qu'on aura... On est allé un petit peu loin, on va revenir. Voilà, donc on est ici, ça va par... Voilà, on repart. On a un film qui a sauté, désolé. Donc ensuite, moi, je mets de la xylonafazolinée au niveau de la fosse nasale avec une mèche de gaz. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai le temps de monter, si vous voulez, la canule d'aspiration, différents instruments. Alors,
ce dont on a besoin? Moi, j'ai simplifié au maximum l'instrumentation. Donc, on a besoin d'une aspiration avec une canule d'aspiration d'un angle de 130 degrés. Le diamètre fait 0,4 mm interne. Un bistouri électrique. Spécifiquement au niveau de la voie lacrymale, un stylet dilatateur double, une sonde de Bowman et bien entendu une sonde de type BICA des laboratoires FCI. J'ai une lame 15, deux rétracteurs de Volkmann, des pinces Hudson à griffe, Hudson sans griffe, une pince de gel, une paire de ciseaux, un porte-aiguille et une pince courbe de Halsted qui va mesurer 15 cm de longueur. Cet instrument qu'on appelle l'emporte-pièce de Kerrison est un instrument tout à fait intéressant puisqu'il a un bout mousse terminal qui va être légèrement atraumatique pour la muqueuse pituitaire et son épaisseur est de 4 mm. Donc on fait une incision franche à la lame 15, cutanée orbiculaire, permettant de mettre en place les deux rétracteurs de Volkmann. Puis je fais une incision au bistouri électrique jusqu'au périoste, permettant progressivement de mettre en place le décolleur de Wegeser que vous voyez ici et qui va permettre de décoller la face interne du sac de l'os maxillaire. On décolle progressivement et on va voir arriver la crête lacrymale antérieure, l'inguisse, la crête lacrymale postérieure. On voit ici que d'un côté, on a un rétracteur de Volkmann et de l'autre côté, on a la spatule de Bonn qui a comme rôle de protéger la face interne du sac. Ici, c'est l'extrémité terminale de la pince de Halsted à la griffe courbe que moi j'utilise pour venir effondrer l'inguisse de manière à ce que ensuite, vous voyez, on va effondrer l'inguisse, qui est extrêmement simple, et ça évite de monter un moteur. Et ensuite, on va mettre en place la pince de Kerrison, donc la pince en porte-pièce, qui va progressivement nous permettre de faire notre ostéotomie à rétro, c'est-à-dire depuis l'arrière jusqu'à l'avant. Et son bord mousse permet de repousser la muqueuse pituitaire que l'on va voir apparaître ici. Cette ostéotomie, dans l'idéal, doit mesurer entre 1 et 1,5 cm de côté. Elle doit être carrée et centrée sur le canicule d'union. Donc ici, on voit la muqueuse pituitaire et on va mettre en place ce lambeau de muqueuse nasale. Il se fait là également à la lame froide. Sa charnière antérieure et le lambeau est bien libéré, bien libre. On va le confier précautionneusement à l'aide opératoire qui va le mettre en réserve sur le rétracteur de Volkmann. Ensuite, on va être amené à faire le lambeau au niveau de la muqueuse du sac. Donc pour ceci, on sonde la partie canaliculaire et on va voir ici la muqueuse du sac. Et petit truc aussi que je fais, je demande à mon aide opératoire de maintenir, pendant que je vais être amené à faire mon lambeau de muqueuse de sac lacrymal, une certaine pression sur le membrane métallique de la sonde BICA, de manière à pouvoir faire le lambeau de part et d'autre de la sonde BICA, de manière qu'il soit centré sur le canalicule d'union. On le met au niveau de l'autre rétracteur de Volkmann. Ici, un acryolite qui est une surprise que l'on enlève. Et ici, autre petit truc que l'on va voir tout de suite à ce niveau-là. Donc, le lambeau de sac lacrymal est sur le rétracteur de Volkmann. On a enlevé de l'acryolite. On contrôle la région du canicule d'union. Et ça, c'est le lambeau postérieur du sac. Donc, il y a certaines écoles où on utilise deux plans de lambeau. Je pense qu'il faut mieux réséquer, c'est ce que je fais systématiquement, le lambeau postérieur. Il vaut mieux 2 bons lambeaux antérieurs que 4 lambeaux qui ne sont pas terribles. Donc ça, c'est un petit truc et astuce. À partir de ce moment-là, on va mettre en place l'autre membrane métallique de la sonde BICA et on s'assure que tout ceci est bien libre.
On va ensuite tracter sur les deux mandrins avec la pince de Kocher ou la pince d'Alched à griffe, de manière à extérioriser les deux brins de silicone. On arrive au niveau du canthus et ensuite on va ajuster nos deux lambeaux. Donc ici on a un lambeau de sac lambeau de la muqueuse nasale, lambeau de sac. Il faut qu'il soit bien bord à bord, pas sous tension et pas en excès. Donc là on s'est permis le luxe de raccourcir le lambeau de muqueuse nasale et à partir de ce moment-là, on va suturer. Donc, moi, j'utilise du Vicryl 5.0, doublement monté, de manière à faire un premier plan muqueux et ensuite un deuxième plan qui va être sous-cutané de part et d'autre des deux berges de l'incision. Et ceci aura un double avantage. Le premier avantage sera de resserrer les tissus de part et d'autre de la cicatrice de manière à ce que cette dernière soit la plus fine possible. Et deuxièmement et surtout, quand on va tracter ceci, eh bien, le plan des lambeaux muqueux qui est solidarisé au fil va être antéropositionné près de la zone cutanée et ça permettra de le décoller des fosses nasales avec un petit rôle anti-synéchie. On sectionne le fil de Vicryl court, juste au-dessus du nœud, et ensuite il ne restera plus qu'à suturer la peau. Alors pour ceci, on peut utiliser des points séparés, des surjets, des fils de nylon ou des fils comme ici de soie. Moi j'aime bien utiliser la soie 6.0 dans ce cas-là, puisque pour moi il y a un double avantage. C'est un fil qui est tressé, donc qui comprime un petit peu les tissus, donc il y a un rôle hémostatique. Et c'est un fil qui est parfaitement bien toléré et qui ne pique pas la peau par rapport au nylon. On termine par le nouage de la sonde Bica. J'ai l'habitude de faire 3 passages pour que le nœud soit suffisamment étagé. Et petite astuce aussi, je rétracte d'environ 0,5 à 1 cm par rapport à l'axe d'orifice narinaire. On coupe ici et l'élasticité du silicone fait que ça remonte systématiquement. On va terminer par bien vérifier que la boucle interméatique soit ni trop serrée ni trop laxe. Il faut qu'elle fasse entre 4 et 5 mm de longueur. On termine bien entendu par un pansement et on envoie tout ça en salle de réveil. Voilà, donc je pense que Abraham va pouvoir modérer un petit peu cette séance consacré à la voie lacrymale et Laurent nous donner les questions éventuelles des internautes. Tout à fait. Déjà, on avait une question où on nous demande s'il existe des sondes de Ritling et crochets de Ritling à usage unique. Bon, ça, je peux répondre. Pour l'instant, on n'a pas de sonde de guide de Ritling ni de crochet de Ritling en usage unique. C'est obligatoirement du restérilisable. Sinon, autre question, quelle est la meilleure position de l'incision dans la DCR externe, Abraham? Alors ça, c'est par rapport, je pense que c'est par rapport au risque cicatriciel, en fait, que la question est posée. Il y a une étude, d'ailleurs, moi, je l'avais repris, cette étude, et je l'avais publiée à l'ESO-PRS. Alors, c'est la discussion qu'il y a entre le choix entre une DCR endonasale et une DCR externe. En fait, c'est souvent ça qui est inquiétant pour les patients. C'est pourquoi passer par une voie externe quand on sait qu'il y a une voie endonasale qui est possible avec le risque cicatriciel. Pour éviter le plus de traction et pour éviter le plus de cicatrices rétractiles avec une bride épicantale, normalement, la position idéale de la cicatrice de DCR est sous canthale médiale et elle rejoint en fait le pli de la paupière inférieure. Donc, normalement, c'est plus une incision palpébrale inférieure qui remonte sous le tendon canthal sans le sectionner si possible. Et voilà. Après, la maîtrise d'une cicatrice paranasale, Jean-Marc nous le dira, peut apporter aussi de parfaits résultats. Moi, j'ai pris l'habitude de faire des incisions palpébrales inférieures. On voit sur la vidéo que Jean-Marc fait des incisions qui sont plutôt paranasales. Je ne sais pas, on va poser la question à Jean-Marc, mais je ne pense pas qu'il ait des cicatrices rétractiles plus que ça. Donc, je pense aussi qu'il y a aussi une question dans le rapprochement. Vous avez vu ce que fait Jean-Marc avec le rapprochement de ces points sous-cutanés. Ça participe aussi à la bonne cicatrisation. Alors moi, j'ai un avis sur l'endroit de l'incision et ça fait partie des trucs et astuces. Et on va remettre, si vous voulez, le premier plan du film
parce que c'est assez démonstratif. Alors, je prends la main, on voit la flèche là, qui bouge, je suppose. J'ai incisé un peu de partout. Je trouve que les incisions qui sont au niveau palpébral sont des incisions avec, dans mes mains en tout cas, un peu plus de risque de cicatrice épicantale. C'est la même chose que l'on voit par exemple dans les incisions de paupières supérieures, dans les blépharoplasties esthétiques par voie cutanée. On est toujours embêté dans ces zones-là. Alors, je préfère faire une incision qui fait à peu près entre 10 et 14 mm de haut. Elle est, pour moi, à mi-distance entre la ligne de crête du dos du nez et la région canthale interne. Et quand on prolonge la région canthale interne, horizontalement, il y a à peu près un quart à un tiers de l'incision qui est au-dessus de cette ligne et entre 2 tiers et 3 quarts qui est en dessous. C'est un double avantage, c'est qu'on est dans une peau qui est une peau un peu plus épaisse, je dirais nasale et palpébronasale, nasale en interne, palpébronasale en externe. Le deuxième avantage, c'est qu'on est en dedans des vaisseaux angulaires, parce que un des gros points noirs de la chirurgie dactylo par voie externe, c'est qu'on se prenait, j'avais un vieux maître dont je tairai le nom, paix à son âme, il n'est plus là pour m'écouter daubé sur lui, mais qui se prenait à chaque fois les vaisseaux angulaires. Et pourquoi ça a dégoûté un nombre considérable d'ophtalmologistes? C'est parce qu'on nous apprenait qu'il fallait inciser ici. L'anatomie va nous dire qu'on va se taper la veine ou l'artère. Donc si vous incisez ici, et ensuite, comme je l'ai fait voir, on va directement contre l'os, on met en place le rétracteur de Volkmann, il a les vaisseaux angulaires contre lui. Et donc, ceci permet d'avoir, une sécurité opératoire qui, en tout cas, entre mes mains, est meilleure. Là, j'ai une autre question. Astuce pour ne pas traumatiser la muqueuse nasale. Est-ce que vous avez une... Par voie externe ou par voie endonasale? Je pense que c'est par voie externe. Alors, astuce, je vous l'ai fait voir dans le film, mais c'est peut-être, passé assez vite. En fait, il y a 2 points clés. Premièrement, c'est lorsque vous faites votre ostéotomie. Lorsque vous faites votre ostéotomie, eh bien, vous pouvez, si vous êtes un petit peu violent ou si vous avez une pince de Kerrison qui n'est pas à bout mousse, en même temps que faire l'ostéotomie, prendre la muqueuse nasale et la déchirer. Pour ceci, ce que je préconise, c'est déjà de mettre de la xylonaphazolinée en intranasal 5 minutes avant de commencer l'intervention, qui aura comme rôle de la rétracter légèrement. Deuxièmement, ce que vous faites votre ostéotomie et vous commencez à regarder comment se comporte la muqueuse nasale. L'avantage aussi de la pince de Kerrison, dont l'extrémité est un bout mousse, c'est qu'on peut pousser la muqueuse et on la repère au fur et à mesure où on fait l'ostéotomie. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous la poussez, vous bloquez l'os et vous faites votre ostéotomie de proche en proche. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui peut arriver également, c'est qu'à partir du moment où on a fait le lambeau de la muqueuse nasale, eh bien, on va se concentrer sur le sac et il faut bien dire à l'aide opératoire que la muqueuse, le lambeau de muqueuse nasale, c'est un lambeau important si on veut ensuite avoir une bonne anastomose. Donc, il faut avoir une aide opératoire cortiquée qui comprend qu'on va protéger le lambeau de muqueuse nasale sous la pince le rétracteur de Volkmann, le temps que l'on fasse le lambeau de sac lacrymal. Voilà, quels sont mes trucs en ce qui me concerne. Alors, moi, je pense, si je peux prendre la parole, que le danger de la muqueuse, il est bien sûr au moment de l'ostéotomie. Et là, je suis totalement d'accord avec Jean-Marc. On peut même rajouter une petite aspiration nasale qui vient en fait amener la muqueuse nasale dans la fosse nasale plutôt que de la retrouver dans notre pince. Mais là où le danger est réel, c'est au moment où vous faites la suture des lambeaux
Et là, si vous avez, comme dit Jean-Marc, une aide opératoire un peu trop violente, si elle aspire au moment où vous faites la suture, vous êtes à peu près sûr et certain qu'elle va venir appuyer sur la muqueuse et venir la déchirer. Donc, il faut poser des points à plat et doucement pour qu'il n'y ait pas un effet de fil à couper le beurre. Et deux, il faut vraiment que là, l'aspiration soit maîtrisée. Donc, il faut se mettre dans ce cas-là dans les parties un peu extrêmes de nos incisions. Et s'il y a un peu de sang, aspirer plutôt depuis la peau plutôt qu'au contact de la muqueuse, parce qu'autrement, si elle appuie l'aspiration, vous êtes sûr et certain que la muqueuse partira dans son aspiration. Je ne confie jamais la canule d'aspiration à mon aide opératoire. Elle aspire une fois que l'intervention est terminée, dans les meilleurs cas. La mienne est parfaite. Autre question, type d'anesthésie pour les 3 techniques. C'est que du loco-régional chez moi. Alors, en ce qui me concerne, c'est 90 à 95% d'anesthésie générale, parce qu'en vieillissant, je suis beaucoup plus à l'aise. Les techniques d'anesthésie sont parfaitement bien maîtrisées par les anesthésistes et on est plus serein pendant l'intervention. J'en ai fait beaucoup sous local associé à des sédations, j'en ai fait quelques-unes sous local pur. Mais local pur sans rien d'autre, hein, donc juste un peu de nafazoline, etc. Mais bon, ça c'était quand je me prenais pour un cow-boy. Maintenant, je préfère ne pas créer des systoles et j'aime bien mon petit confort, donc je dis aux anesthésistes, endormez-moi ce patient. Et pour Bruno? Pour nous, 100% endonasal, chirurgie soulagée. On en a fait en local au début, et puis c'est pas très confortable. Le son peut parfois aller pas où tout à fait on veut. C'est stressant pour le patient. Pour nous aussi, ça allonge le temps opératoire. Donc, une bonne anesthésie générale et on fonce. Autre question pour l'endonasal. Est-ce qu'un ophtalmologiste seul peut réaliser une DCR endonasale? La réponse est oui, s'il est formé pour. Il y a quelques années, la spécialité était ORL ophtalmo, c'était le même spécialiste. Ensuite, il y a eu une partition où on a séparé les ophtalmos des ORL et les ophtalmos ont arrêté de se former en fosse nasale. Mon credo, c'est de dire que si vous voulez dans l'avenir faire ceci, il faut aller investir 1 an en ORL. Mais si vous n'avez pas la formation ORL, vous allez chercher des coups. Il faut une formation. Il n'y a pas de miracle, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. On apprend les paupières, on apprend la cataracte, on apprend, etc. Alors, si vous voulez, la réflexion que je peux avoir sur l'endonasal par rapport à la cataracte. Le problème de l'endonasal, quand ça tourne vinaigre, il faut régler le problème tout de suite. Si vous avez un gros gag en cataracte, vous suturez, vous passez à un rétinologue, il n'y a pas de perte de chance. Endonasal, quand vous êtes un peu dans le cerveau ou un peu dans l'ethmoïde, en arrière, il faut régler ça maintenant. Donc, soit une formation, soit une équipe intelligente et sympathique. Ce qui est mon cas avec Emmanuel Rassi, que je salue au passage. D'accord. Et moi également. Bruno, sinon, avez-vous des risques de rhinite chronique croûteuse après DCR endonasal? Ah, Emmanuel, tu peux répondre? Tu entends? Tu mets ton micro, mets ton micro. Il peut pas. Ah. Alors, je vais répondre. Enfin, Emmanuel, fais les mouvements sur les lèvres et puis je vais répondre à ta place. Je vais faire le son parce que moi, je connais la réponse. Alors, ce qui a bouleversé chez nous les rhinites croûteuses et les cacosmies, c'est le passage aux ostéotomes. On a fait au départ notre credo d'endonasal avec un forage, même un forage protégé, même avec une irrigation, et on était un peu embêtés. Depuis qu'on est passé aux ostéotomes à 99%, on n'a pratiquement plus de rhinite croûteuse et de cacosmie. Emmanuel, tu peux opiner du bonnet? Si je dis vrai? Ça a l'air. Bon, il est d'accord. Bruno, je te remercie. En toute honnêteté, c'était moi qui avais posé la question. Mais je te remercie beaucoup. Bon, vous avez d'autres questions, non? Alors,
puisque Bruno, Oui. mais j'en profite, mais comme Bruno salue Emmanuel Rassi, que je ne connais pas, mais dont on entend beaucoup parler, donc je le salue à mon tour. Je salue, moi, l'anesthésiste avec lequel je travaille depuis maintenant 14 ans et qui fait toutes mes anesthésies 100%, et qui, sans lui, je ne pourrais pas répondre du 100% d'anesthésie loco-régionale. Certains, comme Jean-Marc, le connaissent, il a participé à quelques formations et il s'est formé à droite et à gauche, entre autres avec un Allemand, et il m'apporte un réel confort de chirurgie et donc de pratique. Voilà. Bonjour à Greg Destruo qui n'est pas connecté, mais ceux qui le connaissent le salueront. Il est très sympathique, ce garçon. Ouais. Petite question supplémentaire, que pensez-vous de l'ostéotomie par moteur? Alors, je pense que pour moi, pour la voie externe, je pense que c'est bien, mais que c'est un quart d'heure de perdu pour rien. Parce que, comme je vous ai montré dans le film, si vous effondrez linguis et que vous mettez votre emporte-pièce, vous n'aurez absolument pas besoin d'un moteur pour l'ostéotomie. Ensuite, le problème du moteur, il y a aussi une morbidité propre au moteur. C'est-à-dire qu'il faut retenir son geste parce que sinon vous tapez l'os plus la muqueuse nasale, parfois le septum, si vous êtes très généreux. Donc, en ce qui me concerne, je n'utilise plus le moteur depuis que je ne suis plus hospitalier. Donc, voilà. Donc, nos moteurs, pour moi. Pareil. Moi, voilà, je fais pas avec la pince qu'utilise Jean-Marc, mais moi, je décolle mon linguis avec le décolleur. Je l'enfonce avec le décolleur et après, j'entame mon ostéotomie avec la Carissone. Mais pareil, c'est exactement la même chose. Alors, moi, je vais juste dire un petit bémol de la cryo externe que je ne fais plus depuis près de 25 ans. Avant, je faisais mon ostéotomie effectivement au moteur, mais un problème, c'est qu'il faut irriguer. Il faut irriguer en permanence. Sinon, vous allez brûler votre os et c'est pas très très bien. Je crois que chacun a son ergonomie. Nous, par voie endonasale, on a arrêté le moteur et on est aux ostéotomes mécaniques. On en est très content. Après, chacun. L'important, c'est de dégager le sac lacrymal. J'avais tenté le piésotome, peut-être que vous l'avez utilisé aussi, mais comme dit Jean-Marc, ça alourdit non, mais ça augmente le temps d'enchaînement. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt, et si on a une bonne maîtrise et qu'on fait attention à nos muqueuses, je ne suis pas très sûr que le moteur ait un réel intérêt. Oui. Voilà. Autre question, pour ceux qui ne font que des voies externes, quelle est votre démarche en cas d'échec? Alors, l'échec, pour moi, on peut l'évaluer après 6 mois. Ce que je dis souvent aux patients préopératoires, je leur dis que la voie lacrymale demande à peu près 6 mois pour donner son verdict. Et j'ai des cas relativement peu nombreux, mais réels, qui ont un larmoiement post-opératoire pendant quelques semaines à quelques mois, et puis ça se dégage généralement à 6 mois. Et puis malheureusement, j'ai aussi des personnes qui ne pleurent pratiquement plus au bout de 2 mois, et puis à 6 mois, ça se resténose. Donc, premièrement, on fait une évaluation du larmoiement à 6 mois. Ensuite, tout dépend de la gêne résiduelle. Si c'est une gêne résiduelle, parce qu'il n'y a rien de plus subjectif qu'un patient qui se plaint de larmoiement. Si c'est une gêne résiduelle où il existe un larmoiement que moi j'appelle réflexe, c'est-à-dire qui survient dans les conditions où le patient est à l'extérieur, au vent froid l'hiver, au vent forte humidité l'été, je leur dis que ce n'est pas des critères d'inclusion pour pouvoir réopérer. Si le larmoiement est très gênant, symptomatique, eh bien, on reprend l'ensemble, c'est-à-dire qu'on va examiner le système lacrymal d'évacuation depuis son lieu de production, c'est-à-dire depuis la glande lacrymale, en passant par le lieu de transition, c'est-à-dire les paupières, la rivière lacrymale, les positions du méa, et également la partie d'évacuation, c'est-à-dire celle entre le méa lacrymal et les fosses nasales. Si on a une resténose du montage chirurgical
qui, par voie externe, est en moyenne possible entre 10 et 15% des cas à 6 mois, et que le reste de l'examen lacrymal est sans particularité, et qu'il y a une gêne, eh bien, il faut rouvrir la sténose. Et là, c'est une bonne indication dans mes mains de passer par voie endonasale et d'ouvrir la fibrose et de remettre en place une sonde Bica. Et je préviens les gens que si on réopère, le risque de sténose complémentaire double. C'est-à-dire que vous avez un risque de 20% que ça se referme de manière à ce qu'ils ne viennent pas trop râler en disant, moi, opéré 2 fois, vous êtes le boucher de Lyon et je pleure autant, vous n'êtes pas un sympathique personnage. Ce qui arrive aussi, c'est que la voie lacrymale d'excrétion est libre, mais le patient pleure. Donc à ce moment-là, il faut faire le rapport entre les entrées et les sorties. Et il est parfois possible que je sois amené à faire une chirurgie palpébrale et une chirurgie d'élargissement du méa complémentaire de manière à aider l'évacuation du système lacrymal. Voilà quelle est ma position dans ce genre de situation. Mais en toute honnêteté, Jean-Marc, on n'a pas beaucoup, sans orgueil, on n'a quand même pas beaucoup d'échecs. 10-15%, c'est Duralex, c'est de l'ex. Mais il y a des patients aussi qui sont en échec anatomique et pas en échec fonctionnel. Hein. Oui. C'est-à-dire que comme nous ne sommes pas des morceaux de bois ou de minéraux ou de ferraille qui évoluons en siècles, mais qui nous évoluons plutôt en jours et en semaines, eh bien, si le patient présente une blépharite avec une hyperévaporation des larmes par instabilité de son film lacrymal, la balance lacrymale sera remise dans le cas de l'équilibre et même avec un échec anatomique, on peut se retrouver avec un larmoiement qui n'est pas très très gênant. Donc c'est là où il faut avoir le sens clinique, connaître les choses et savoir d'où vient le larmoiement. C'est très important. Je pense que là, voilà, on l'a vu avec Jean-Marc, mais l'importance de la taille de la stomie est capitale aussi dans les sténoses. L'ostéotomie, alors c'est 1 cm. Notre Alain Ducasse disait que c'était la taille de son pouce, mais c'était ça en fait. Et je pense que voilà, les causes d'urosténose sont souvent aussi quelquefois des ostéotomies trop fines, des anastomoses mal faites. Et après, bien évidemment, il y a toutes les causes secondaires. J'aime bien la notion de larmoiement et d'amélioration qu'emploie Jean-Marc, c'est-à-dire, moi, j'appelle ça le larmoiement socialement acceptable. Si c'est simplement un larmoiement réflexe, je ne suis pas très sûr qu'il s'agisse d'un échec, c'est plus peut-être une insuffisance et un inconfort de vie. Et là, dans ce cas-là, il faut réévaluer, mais on ne repart pas forcément sur une DCA. Alors, c'est vrai que dans la dacryo par voie externe, pour être à l'aise pour faire son anastomose muqueuse, il faut que vous ayez un lambeau d'environ 1 cm ou 8 mm de côté et une ostéotomie d'environ 1 cm, 1 cm 5 de côté. Ça, c'est pour que techniquement on puisse faire notre lambeau. Comment il s'appelle? C'est William l'anglais disait que c'était la théorie de la cible, c'est-à-dire qu'il faut que la zone d'anastomose soit centrée sur le canicule d'union. Maintenant, et ce n'est pas Bruno qui va me contredire, que vous fassiez une intervention par voie externe ou par voie endonasale et quand vous regardez l'ostium muqueux sur une dacryo perméable au bout de 6 à 12 mois de recul, c'est punctiforme, que vous soyez par voie endonasale ou par voie externe. Donc ça rétrécit la taille des lambeaux par voie externe. C'est simplement pour qu'on soit à l'aise sur notre anastomose, notre technique. Je peux dire un petit mot? Bien sûr, Bruno. Est-ce que je peux montrer une photo d'une voie endonasale? Bien sûr. Là, voilà celle-là. Non, pas moi. Voilà celle-là. Est-ce que vous la voyez? Voilà, l'abside lacrymale après une dacryo. On avait fait il y a quelques années avec Emmanuel et Jean-Marc, on avait fait des petits tests photos ensemble entre nous sans se piéger, où on avait photographié avec Emmanuel à l'époque où on faisait tantôt endonasal, tantôt externe, et
on avait fait à 3 notre petit examen des fosses nasales à l'aveugle, il n'y a pas de différence. Qu'elles soient faites par voie endonasale ou par voie externe, quand c'est cicatrisé, et on ne voit plus les bords de l'ostéotomie. On ne sait plus où ils sont. On ne sait plus où ils sont. Et on a des surprises, Emmanuel, qui les regarde toutes. L'aspect des absides lacrymales, le Léosac si vous préférez, c'est complètement invraisemblable par rapport à ce qu'on fait. Voilà, c'est bon, Lise. Bien d'accord. Merci beaucoup. À titre de renseignement, Emmanuel Rassi avait parlé par rapport au moteur piezo. Il a répondu: pour moi, le moteur piezo pose un problème d'une température de travail à plus de 700 qui nécessite une énorme irrigation et risque de brûlure réelle. Voilà, c'était pour répondre à tout à l'heure par rapport au moteur piezo. La mitomycine. Oui, mitomycine, sinon. Abraham, vas-y. C'est dans les cas de rosténose. C'est vraiment à la marge, mais je ne suis pas très sûr. Alors, encore une fois, c'est-à-dire que si on repart sur une DCR et qu'on voit vraiment que le problème, il est dans une réelle rosténose et muqueuse essentiellement, là, dans ce cas-là, oui, là, dans ce cas-là, on pourra utiliser des antimitotiques. Mais encore une fois, c'est à la marge des complications. Petite question autre, est-ce que vous avez l'expérience de l'utilisation de l'Oftac 4 dans les cas de refermeture fibrose muqueuse? Oui, pareil, je l'ai fait pour une de mes patientes qui s'était refermée et qui a apporté un bénéfice, mais que passager. Et je l'ai fait pour une patiente qui m'a été adressée sur une DCR qui avait été faite par quelqu'un d'autre et qui, pour l'instant, aujourd'hui, est perméable et contente d'elle. Mais c'est vraiment, voilà, j'ai 2 cas. Je ne sais pas si Jean-Marc ou Bruno peuvent répondre. Moi, je n'ai pas d'expérience. Moi non plus. En revanche, en ce qui concerne la mitomycine, je pense que ça a eu un effet de mode qui a été, mise en exergue pendant quelques années. En ce qui me concerne, je pense que ça ne sert à rien du tout, que ça peut être même limite dangereux. C'est pas parce que vous allez mettre un antimitotique que vous allez, améliorer de manière fiable, reproductible, l'absence de sténose post-opératoire. C'est se donner bonne conscience, c'est un peu du terrorisme intellectuel, comme les glaucomatologues vous disent que si vous ne mettez pas la bonne goutte au bon moment sur le bon œil, eh bien, votre glaucome ne va pas fonctionner. Je pense que la mitomycine, ça fait partie du passé, pour moi en tout cas. Pareil. Autre question, après combien de temps vous procédez à l'ablation de la sonde BICA après DCR externe? Alors, en règle générale, 2 mois, mais c'est complètement empirique. C'est complètement empirique. On a, tout comme chez l'enfant, quand on faisait dans les années 80 des intubations bicaniculo-nasales pour traiter le larmoiement du nourrisson, avant que Bruno, ici présent, ait l'idée, encore toute simple, mais c'est toujours pareil, encore faut-il y penser, de supprimer ça en développant la sonde monocaniculo-nasale, tirée, qu'on avait des enfants qui enlevaient leur sonde le soir même de l'intervention, et ça fonctionnait quand même. Et puis, à contrario, on avait des enfants très sages qui supportaient leur sonde bicaniculo-nasale pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines et qui, malgré tout, étaient en échec. C'est la même chose en acrio. On a rarement des patients qui ont une extériorisation de la sonde BICA très rapide en post-opératoire. Alors, ils viennent complètement angoissés et on essaye de la repositionner. De temps en temps, c'est repositionnable au fauteuil, mais de temps en temps, c'est tortillonné, il y a un effet rappel, un effet ressort, et ce n'est pas possible de la repositionner, et à ce moment-là, on l'enlève. Et dans un nombre non négligeable de cas, eh bien, malgré tout, la Dacrio, ils vont se ranger dans les 90% ou 85% de guérison à 6 mois. Et puis, à contrario, on a des patients qui, l'armant encore sous sonde de silicone BICA après une Dacrio par voie externe au bout de 2 mois, pour les rassurer, uniquement pour les rassurer, je leur dis, écoutez, on va enlever la sonde au bout de 1 ou 2 mois supplémentaires.
Et malgré tout, on peut très bien avoir des patients qui sont en situation d'échec malgré une sonde d'intubation correctement positionnée qui a duré plusieurs mois et qui, malgré tout, doit être enlevée avec une rocénose à la fin. Donc en moyenne, je mets plutôt 2 mois parce que ça me permet de revoir les gens. Je leur dis, vous êtes à un tiers du gué par rapport au recul que j'annonce qui est de 6 mois pour le résultat définitif. Et puis, une chose aussi, mais qui n'est absolument pas scientifiquement prouvée, c'est que l'amorce de la cicatrisation se fait déjà en quelques semaines et qu'une sonde BICA au niveau d'un ostium qui est en voie de cicatrisation prolongée peut être source de facteurs inflammatoires et dans certains cas, source de rosténose. Mais c'est tellement empirique et c'est pas standardisé, ça dépend vraiment de chaque personne qu'on ne peut pas vraiment donner des plans scientifiques sur la comète. Moi, je trouve que 2 mois, c'est pas mal, ça permet de revoir les gens. J'enlève la sonde le plus souvent. Et ensuite, je leur dis, je vous revois que si vous avez un problème lacrymal au bout de 6 mois, gênant et persistant. Alors, pour ma part, moi, je suis en train de faire une étude sur les Ritalin Plus dans les DCR par mollesse pour ne pas avoir à être réveillé la nuit avec une sonde qui s'est extériorisée à un nœud au bout. Et donc, j'ai fait une étude qui porte sur 194 patients. Il y a 32%, pour rejoindre ce que dit Jean-Marc, d'exclusion spontanée avec cette Ritalin Plus, ce qui est quand même pas rien, parce qu'elle n'a pas ce nœud au bout. Et pour l'instant, on n'a que 5,6% d'échecs au final. Donc, je pense que la sonde, qu'on la mette 2 mois ou 6 mois, n'a pas un grand intérêt. Je ne sais pas, il faudrait que Bruno, par le biais d'Emmanuel Rassi, nous donne le temps moyen d'une cicatrisation muqueuse. Je pense que c'est quelques jours, quelques semaines, grand maximum, non, sur une muqueuse? Oui, si tu veux. Enfin, tu as une petite courbe de Gauss, mais si tu veux, le plus souvent à 1 mois ou 2 mois, tu vois plus rien. Enfin, tu vois plus rien. La cicatrisation est faite, c'est continu, tu vois plus d'os. Tu peux voir un petit bourgeon charnu pendant un certain temps, mais à 2 mois, il n'y a plus rien, quoi. Ouais. Ça va comme un sinus, quoi. Finalement, le sac lacrymal, c'est un bout d'ethmoïde qui a mal tourné. Mauvaise fréquentation, et puis voilà le résultat. Tu vois, nous, on met plus de sondes, sauf en cas de pathologie canaliculaire associée. Et Emmanuel, notre vigie pirate nasale, note une différence flagrante entre les intubations monoca et bica. Tu peux opiner de la tête ou hocher du bonnet, comme tu veux, parce que sur les monocas, les sécrétions ne s'agglutinent pas, alors que quand tu as une bica, tu as une boucle et donc la sécrétion peut se coller dessus. Emmanuel a répondu 1 mois en endonasal en moyenne, si pas trop d'os exposé. Ah oui, voilà, donc c'est ça, c'est très rapide. Donc au final, l'intérêt de la sonde. Alors les sécrétions sur les sondes BICA, elles sont bien entendu de plus en plus importantes avec la durée d'intubation, d'une part, mais elles sont surtout en relation avec la qualité du film lacrymal. Si vous avez un patient qui a un film lacrymal qui est légèrement remanié, comme très souvent c'est le cas avec des bléphaриtes, ben vous avez un peu plus de mucus et de lipides, et le silicone étant hydrophobe, ben la phase aqueuse glisse dessus, alors que la phase mucinique et lipidique reste en contact contre la sonde. Petite question, quelle est la place de la DCR dans l'épiphora sans dacryocystite? Une question pour qui, ça? Ça dépend des attitudes, je pense. Quelle est la place de la DCR dans l'épiphora sans dacryocystite? Chez l'adulte ou chez l'enfant? Alors moi, si je veux, je vais faire le modérateur. Moi, je vais commencer avec ma dacryocystoplastie. Et si ça ne fonctionne pas, je proposerai une DCR. Mais je pense que ceux qui n'ont pas l'habitude forcément de la dacryocystoplastie avec l'Oftacat peuvent proposer une DCR d'emblée. Et ça, je l'ai fait comme pour le topo. Je donne la parole du coup à Jean-Marc et à Bruno, ou à Bruno en premier et à Jean-Marc ensuite. Jean-Marc, l'aîné quand même, c'est normal. T'es plus vieux que moi, vilain garçon. Donc, oui, mais personne ne le sait. En fait, je n'ai pas compris la question, moi. C'est la place de l'épiphora. Tu peux répéter, Laurent ? De la DCR dans l'épiphora sans dacryocystite.
Quand vous dites sonde c'est très simple. Quand vous dites ce qu'on apprend en fac. Quand vous avez une sténose du canal lacrymonasal, que vous objectivez par l'examen de la voie lacrymale, ou quand vous lavez un canalicule, vous avez un reflux par le canalicule opposé et vous n'avez pas de passage dans les fosses nasales, vous avez une sténose complète du canal lacrymonasal. À ce moment-là, l'indication chez l'adulte, c'est une dacryo, que l'on passe du nez pour arriver au sac lacrymal ou passe du sac lacrymal pour arriver au nez. L'essentiel, c'est de faire son anastomose et tous les chemins vont mener à Rome. Je suis d'accord, pas de dacryo dans des voies lacrymales perméables. Voilà, c'est un non-sens. Enfin, c'est un non-sens. J'en fais pas, j'en comprends pas le mécanisme. Mais bon, si certains veulent le faire, je crois que ni Abraham ni Jean-Marc ne faisons ça. Si tu veux, c'est pas. Là, il y a une question très intéressante. Si on n'effondre pas bien l'inguisse avant l'ostéotomie, y a-t-il un risque de resténose? Je répondrai non, mais si vous laissez un morceau d'inguisse ou de cellule ethmoïdale, ça va faire tremplin et la déception sera au rendez-vous. Retirez tout l'os qui est devant le sac lacrymal. Vous avez un gabarit, le patient vient avec son gabarit, c'est la forme du sac lacrymal, hop, il n'y a plus d'os devant. Si vous laissez un morceau d'inguisse, in fine, vous serez malheureux. Alors, comme vous a dit Jean-Marc, que vous le retiriez au début ou à la fin, l'important, c'est les critères qualité. Voilà, ce sont les critères qualité, pardon. C'est bien plus facile à contrôler ça par voie externe que par voie endonasale, surtout quand on débute la voie endonasale. Parce que la voie externe, vous avez un quadrilatère d'environ 1 cm, 1,5 cm de côté, qui est complètement libre. Et vous ne voyez rien qui vient s'interposer entre la région du canalicule d'union et la fosse nasale. Donc ça veut dire que vous avez tout enlevé et que tout ceci est libre. Effectivement, si vous laissez ne serait-ce que des morceaux d'inguisse, voire même des morceaux d'os ou de muqueuse, et que vous n'avez pas bien fait votre ostéotomie et votre orifice qui va permettre de suturer vos muqueuses l'une à l'autre, vous prenez un risque de synéchie et d'échec de votre dacryo. Voilà. Pareil pour la cellule ethmoïdale. C'est vrai que quelquefois, quand on a fait notre ostéotomie, on a la bulle ethmoïdale et avec la première cellule, il faut penser, même en voie externe, à bien la retirer parce qu'autrement, elle viendra se mettre dans votre ostéotomie. Laurent? Plus d'autres questions, a priori. Donc, on laisse Jean-Marc faire la belle conclusion. Oui, Jean-Marc faire la conclusion, peut-être. À Jean-Marc de faire la conclusion de ce premier webinaire. Alors, en ce qui concerne l'enfant, on a une attitude, en tout cas en France et je pense en Europe hors saxon, de surveiller les enfants lorsque l'on a affaire à des larmements congénitaux non compliqués. En tout cas, de 0 à 6 mois, on ne fait rien. Entre 6 mois et 1 an, c'est affaire, je dirais, d'expérience, d'habitude. On peut soit faire des sondages simples, soit ne rien faire. À partir de l'âge de 1 an, eh bien, si on décide d'endormir l'enfant, il faut mettre en place du silicone dans la voie lacrymale pour éviter l'hérosténose. Vous pouvez utiliser la lacrygette qui a l'énorme avantage d'une courbe d'apprentissage un petit peu moins complexe que les intubations tirées, où on a besoin de quelques notions, mais rapidement acquises d'ORL. Et en revanche, il faut être bien ferme et précis sur les indications. Comme vous a dit Bruno, c'est les indications de sténose muqueuse, et sur la technique, c'est-à-dire qu'il faut utiliser une longueur de silicone qui soit supérieure à celle de la distance existant entre le méa lacrymal et le plancher des fosses nasales. Après, les sondes tirées ont comme avantage des sondes tout-terrain
qui peuvent être utilisées dans des sténoses un petit peu plus complexes, étagées ou osseuses, avec de meilleurs résultats, mais qui nécessitent un temps de récupération endonasale qui entraîne une nécessité de se former et qui nécessite aussi une protection laryngée avec un minimum un masque laryngé. Donc ça, c'est pour l'enfant. En ce qui concerne l'adulte et en ce qui concerne le traitement de l'hypophoraché à l'adulte, eh bien, il faut bien savoir que le larmoiement n'est qu'un symptôme. Et c'est un symptôme qui est la résultante d'un déséquilibre qu'il existe entre une quantité de larmes faite par un œil d'une personne à un moment précis de sa vie, en opposition avec les capacités qu'ont ce même œil à évacuer cette même quantité de larmes à ce même moment précis. Ce qui veut dire qu'il existe une notion de balance lacrymale avec un équilibre entre les entrées et les sorties. Et moi je vois, parce que à ma connaissance, il existe une, voire deux équipes de voies endonasales de qualité. Je ne citerai pas mon Bruno préféré, mais très souvent, on a, en Rhône-Alpes et Auvergne maintenant, des patients qui nous sont agressés en deuxième intention parce qu'ils ont été opérés de voie d'acryl endonasale par un ORL isolé. Et l'ORL isolé, dans l'immense majorité des cas, sauf des gens comme Emmanuel qui connaît la pathologie, associe l'armement à dacryo endonasal. C'est beaucoup plus subtil que ça et il faut analyser les causes du larmoiement et en fonction des causes, de l'importance du larmoiement et de ce que souhaite le patient, on lui explique les différents panels thérapeutiques possibles et on va lui proposer la technique qui sera la plus adaptée à son cas. Voilà ce que je peux dire un petit peu en conclusion de cette affaire. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Jean-Marc. Pour ma part, pour conclure ce premier webinaire, je voudrais encore vous remercier Jean-Marc, remercier Abraham, remercier Bruno et Lionel Stork qui nous a rejoint en dernière minute pour également nous aider à animer la modération des questions. Merci à vous. J'espère qu'on se donne rendez-vous bientôt pour une autre session, peut-être orientée plus paupières cette fois-ci. En tout cas, merci tout le monde et très bonne soirée à tous. À bientôt. Bye bye. Merci à vous, bonne soirée.